Bonjour à tous, donc nous allons relire la fiche de cours donc, du chapitre Champ et force au niveau 1er S. Donc on va commencer par un peu d'histoire des sciences, pour vous citer quelques noms. Donc en 1820, Hans Christian Ørsted met en évidence un effet magnétique donc, créé par le passage d'un courant électrique dans un fil. Donc ça c'est une expérience que nous allons faire en TP pour que vous verrez bien la première expérience qui a mis en évidence les effets magnétiques, donc du courant électrique dans un fil. Ensuite, Michael Faraday réalise donc des analyses spatiales donc, sur les propriétés magnétiques au voisinage des objets, mais pas seulement en se basant sur les interactions entre objets, donc avec son environnement, mais en se basant plus donc, sur les propriétés magnétiques. Le physicien et mathématicien écossais James Clerk Maxwell s'appuie donc sur les travaux précédents et ceux d'Henri Marie Ampère donc pour introduire la notion de champ magnétique et de champ électrique. Vous verrez plus tard que ce nom est fondamental dans ce qu'on appelle l'électromagnétisme, l'étude des champs électriques et des champs magnétiques, donc avec les fameuses équations de Maxwell, on verra ça à la fac. Et ensuite, par la suite, donc le concept de champ s'est élargi et associé à des propriétés physiques, donc en des points de l'espace. Donc par définition, un champ donc, est associé à une propriété physique qui se manifeste en tout point d'un espace. Donc on définit deux types de champs. Donc, je vais lire les définitions, après je vais vous expliquer. Donc un champ est appelé champ scalaire lorsque la grandeur physique mesurable est caractérisée par une valeur numérique. Il peut être caractérisé donc par des lignes isovaleurs, une ligne isovaleur réunit donc les points de la carte où la valeur du champ est constante. Donc exemple ici, donc c'est comme indiqué dans la précédente vidéo donc d'intro. Donc ici vous avez un champ scalaire qui représente en fait les lignes isobars. Donc les lignes isobars c'est comme vous les voyez très souvent dans les cartes météo. Donc c'est une ligne ici qui vous donne donc iso, c'est des lignes isovaleurs, donc isovaleurs même valeur. Donc là on appelle, elles ont le nom de ligne isobar. Donc ligne isobar parce que ici sur cette ligne là il y a la même pression. Sur celle-là, il y a la même pression, qui n'est pas la même que sur cette ligne-là. Par exemple, ici, sur cette ligne-là, sur cette ligne ici, vous avez donc une pression qui est à 970 hectopascales. Sur celle-là, 975 hectopascales. Sur celle-là, 980 hectopascales, etc. Donc ça, c'est un champ scalaire. Vous avez une répartition de la pression dans l'espace avec des lignes isovaleurs. Donc ça définit bien un champ et un champ scalaire, puisque la propriété qui est mise en jeu ici, c'est la pression. La pression étant une valeur numérique, une grandeur numérique. Ensuite, on définit ce qu'on appelle le champ vectoriel. Un champ est appelé donc champ vectoriel lorsque la grandeur physique mesurable le caractérisant a les propriétés d'un vecteur. Le vecteur, donc représentant donc, le champ vectoriel d'un point A et tangent en A à une courbe appelée ce qu'on appelle les lignes de champ. Les lignes orientées dans le même sens que le vecteur champ. Alors pour vous illustrer ça, on repart encore de la carte, une carte météo ici. Donc cette fois-ci, vous avez donc là un champ vectoriel qui représente en fait la vitesse du vent. Donc vous avez des petites flèches qui représentent, donc, si vous voulez, donc la direction et le sens. Et vous avez un code couleur ici, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, qui en fonction de la couleur vous donne la vitesse, donc la norme de la vitesse du vent. Donc vous avez bien toutes les caractéristiques d'un vecteur vitesse, la direction, le sens et la valeur par le code couleur. Donc ici, vous pouvez tracer, si vous voulez, si vous parlez à penser, donc les lignes de champ. Les lignes de champ, donc c'est des lignes qui passent et dans lesquelles les vecteurs sont tangents. Donc c'est plus clair ici. Par exemple, vous avez ici une ligne de champ vectoriel, donc en rouge. Vous avez bien les vecteurs champ en bleu ici, donc qui sont à chaque fois tangents à la ligne de champ. Alors ensuite, on vous définit un champ, on dit qu'il est uniforme, si dans une région de l'espace, la grandeur physique le définissant a les mêmes caractéristiques en tout point. On a bien dit les mêmes caractéristiques. Donc pour un champ scalaire, c'est la norme, pour un champ vectoriel, donc c'est les trois conditions, sens, direction et norme. Ce n'est pas que la norme pour un champ vectoriel. Ensuite, caractéristiques donc des champs magnétiques, électriques et de pesanteur. Les champs magnétiques, électriques et de pesanteur sont des champs vectoriels. Les trois, magnétiques, électriques, pesanteur, sont des champs vectoriels. Donc ils vont faire appel à des vecteurs. Le champ magnétique. Donc on représente le champ magnétique donc en un point de l'espace par un vecteur champ magnétique qu'on donne B avec une petite flèche pour les caractéristiques du vecteur, telle que son origine donc est le point suivi, sa direction est celle qu'aurait une aiguille aimantée placée en ce point. Son sens va du pôle sud au pôle nord à travers l'aiguille aimantée, et enfin sa valeur se mesure avec un teslamètre et s'exprime en Tesla de donc le symbole c'est grand T. Donc on va illustrer ça. Donc là vous avez par exemple une aiguille aimantée, ou là une aiguille aimantée. Donc on vous dit que sa direction est celle qu'aurait une aiguille aimantée placée en ce point. Donc ça veut dire qu'en ce point-là, vous voyez ici, l'aiguille aimantée est dans cette direction-là, donc ça c'est la direction du champ magnétique. Ici, idem. Son sens va du pôle sud au pôle nord. Donc son sens donc, va du pôle sud au pôle nord à travers l'aiguille aimantée. Donc si vous avez donc l'aiguille aimantée, donc ici qui est
l'aiguille, le pôle sud et le pôle nord. Son sens va donc du pôle sud vers le pôle nord à travers l'aiguille. Donc là, le champ magnétique en ce point A est bien dans cette direction-là, et la direction de l'aiguille. Et pour le sens, on va du sud vers le nord. Donc là, on a bien représenté le champ magnétique B. Et sa valeur se mesure avec un Tesla-mètre ou un Tesla, donc ça on l'utilisera plus tard. Par exemple, vous avez ici une valeur pour le champ magnétique terrestre, 4,7 10-5 Tesla. Pour le champ magnétique terrestre, vous devez connaître les caractéristiques. Donc on donne B, terre, pour B pour champ magnétique et terre pour terrestre. Donc sa direction, donc elle est inclinée donc dans le plan méridien magnétique et le plan vertical de l'aiguille. Ici, donc le plan vertical de l'aiguille étant ici donc le plan de la feuille. Son sens, dans l'hémisphère nord, le champ magnétique terrestre pointe vers la Terre, c'est-à-dire qu'il est dirigé vers la Terre. Donc là, si vous imaginez que ça c'est en suspension, là vous êtes sur le champ magnétique terrestre et il pointe bien vers vos pieds. Enfin, sa valeur, elle dépend du lieu, elle varie, donc c'est quelques dizaines de micro-Tesla, donc on est entre 20 et ici 70 micro-Tesla. Si la valeur qui est donnée ici à Paris, ça ferait 4,710.5 Tesla, ça fait 47 micro-Tesla, donc on est bien entre les deux valeurs. Ici, retenez quelques dizaines de micro-Tesla. Ensuite, le champ électrique, donc la relation entre, il y a une faute ici, le champ électrostatique E en un point A et donc la force électrostatique F qui s'exerce sur un corps ponctuel portant une charge Q est placée en un point A et. Alors la formule à retenir, E égale F sur Q, ou F est égal Q fois E, c'est comme vous voulez. Donc si vous voulez définir le champ électrique, il faut définir le champ électrique comme la force divisée par la charge. Et la charge peut être positive ou négative. Donc si la charge est positive, ça veut dire que vous divisez ici par un nombre positif, donc les deux vecteurs F et E donc, sont de même sens, collinaires et de même sens. Si vous avez ici une charge négative, donc ça veut dire que ici, la force et le champ donc, sont dans le sens inverse. Donc le vecteur champ électrique, il a la même direction que celle de la force électrostatique. Les sens, donc comme on vient de le voir, sont les mêmes si donc la charge est positive et opposée donc si la charge est inférieure à 0. Enfin, la valeur elle est donnée par E égale F sur Q. Donc Q, vous prenez la valeur absolue pour la norme, puisqu'une norme est positive, avec la force en newton, de symbole N, la charge en coulomb, et donc le champ électrique en newton par coulomb. Donc ça, c'est une des premières unités que nous allons voir pour le champ électrique. Retenez bien, il va y en avoir une autre. Ensuite, donc, le cas du condensateur plan. Donc un condensateur plan, donc c'est un condensateur donc avec une armature chargée négativement, une armature plane chargée positivement, une négative, une positive, les deux sont planes. Donc vous avez ici donc une différence de potentiel entre les deux armatures qui sont reliées donc ici à une barre de moins, ici à une barre de plus. Donc le champ électrostatique à l'intérieur d'un condensateur plan est uniforme. Alors, pourquoi elle est uniforme? On va regarder le schéma, on va essayer de comprendre. On vous dit donc que la direction est orthogonale aux plaques. Alors, est-ce que la direction elle est bien orthogonale aux plaques et est-ce qu'elle varie ici à l'intérieur du condensateur? On voit bien que la direction, elle est toujours orthogonale au plan. Son sens, elle va de la plaque chargée positivement vers la plaque chargée négativement, toujours. Le champ électrique va toujours d'une charge, donc part toujours d'une charge positive pour aller vers les charges négatives. Et enfin, la valeur dépend de la tension entre les plaques et de la distance, mais pour une distance et une tension appliquée entre les plaques données, vous avez un champ électrique E qui vaut U sur D, avec U en volts, D en mètres, et vous obtiendrez dans ce cas-là le champ électrique en volts par mètre. Donc il y a deux unités possibles là, pour le champ électrique, le volt par mètre et le newton par coulomb. Donc retenez bien, le champ est uniforme ici, pourquoi? Parce que vous placiez là ou là, vous avez le même champ électrique. Même direction, même sens et même valeur, pour encore une fois, une même tension et une même distance. Ensuite, le champ de pesanteur et de gravitation. Donc la relation qui lie le champ de pesanteur donc G à un point A et le poids d'un objet de masse M placé en ce point, donc c'est petit g, le vecteur champ de pesanteur est égal au poids divisé par la masse du corps. Donc ici, petit g, vous avez ici le vecteur poids et la verticale du lieu. Donc on a point A. Donc le vecteur G est tel que sa direction est verticale comme celle du poids, donc verticale dirigée vers le bas, le sens dirigé vers le bas. Sa valeur est donnée par G égale P sur petit m, avec P en newton, la masse en kilos,
attention, et petit g en newton par kilogramme. Alors on vous dit localement, donc à des distances moindres. Donc quand on vous dit localement à des distances moindres du kilomètre, c'est-à-dire que quand on se place dans un carré d'une distance maximale de 10 km, le champ de pesanteur local est uniforme. Donc sa direction, c'est la verticale du lieu, retenez bien le sens, donc c'est vers la Terre. Et enfin, sa valeur, ça dépend du lieu. Mais par exemple, elle vaut 9,81 newton par kilogramme à Paris. Donc regardez bien, ici, vous avez un champ de pesanteur local, donc qui est uniforme, puisque que vous placiez ici, ici ou là, vous avez le même vecteur. Même sens, vers le bas, même direction, la verticale du lieu, et même intensité, si vous regardez bien donc, au niveau de la même échelle, donc la longueur des vecteurs est strictement la même. Donc c'est pour ça qu'on peut dire ici que dans cet espace-là, ce champ est uniforme. Ensuite, on définit donc le champ de gravitation. Donc le champ de gravitation, donc la relation qui existe entre le champ de gravitation grand G en un point A de l'espace, donc et la force d'attraction gravitationnelle F, donc qui s'exerce donc sur un objet ponctuel de masse petit m placé en un point A, et donc grand G donc égale F sur donc la masse. Alors retenez bien une chose. Ici, donc, vous avez donc la force, par exemple, si je vais prendre un exemple ici, vous avez donc un objet en haut, donc il y a un point donc, de masse grand M qui exerce donc une force d'attraction gravitationnelle d'un point A. Donc ici, donc là il y a une distance petit d, on n'est pas à la surface. Donc c'est ce qui différencie les deux, vous allez le voir. Donc quand il utilise des distances d, on a vu en seconde la force d'attraction gravitationnelle. Et bien en A, vous avez donc ce qu'on appelle un champ de gravitation. Donc champ de gravitation créé par le corps O. Et donc vous voyez ce champ de gravitation, donc il est noté avec un G, un grand G avec une forme un peu bizarre. Donc le vecteur champ de gravitation, c'est la force d'attraction gravitationnelle divisée par la masse. Donc qu'est-ce qu'on remarque tout de suite déjà? On remarque que la masse étant positive, forcément les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens. Effectivement, si vous avez G dans un sens, vous avez la force d'attraction gravitationnelle dans le même sens. Rappelez-vous que la force d'attraction gravitationnelle est aussi une force attractive, donc toujours dirigée pour F vers le centre attracteur. Alors, il y a une correspondance à retenir, c'est que quand on se place au voisinage de la Terre, donc si en fait, si ça représentait la Terre et qu'on allait se placer au voisinage de la Terre ici, donc sur une surface d'à peu près 1 km au-dessus, pas plus, donc dans ce cas-là, on pourrait dire que le champ de pesanteur, c'est égal au champ de gravitation. Et généralement, ce qu'on utilisera nous très souvent, que vous l'utiliserez très souvent en terminale, ça sera donc le champ de pesanteur petit g avec les fameux 9,81 newton par kilogramme quand on se place autour de la France et à Paris. Et bilan, donc on peut voir que pour les trois champs, donc le champ magnétique, le champ électrique et le champ pesanteur terrestre, voici les principales caractéristiques. Donc pour le champ magnétique, donc notez B, Tesla pour l'unité, donc une boussole pour le tester, pour le détecter, qui s'oriente dans la direction du champ B. Donc les sources, un aimant, un courant électrique, la Terre, donc qui est constitué donc en son noyau de matériaux possédant des propriétés magnétiques. Donc le champ magnétique terrestre, donc le globe terrestre peut être associé donc à un aimant, donc avec un pôle sud et un pôle nord. Les lignes de champ partent du nord pour aller vers le sud, donc à l'extérieur de l'aimant toujours. Donc ici vous remarquerez qu'en fait il y a un pôle nord géographique et ici par contre au niveau magnétique c'est plutôt associé donc à un pôle sud magnétique. Il y a une inclinaison donc entre les deux axes. Donc ici vous voyez que ici le pôle nord magnétique donc est plutôt un pôle sud géographique. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'au nord, dans l'hémisphère nord, les lignes de champ donc ici arrivent et pointent vers le bas, parce que ici, donc imaginez que la France est quand même dans l'hémisphère nord, donc vous avez un champ magnétique qui pointe plutôt vers le bas, puisqu'on est situé à peu près ici, donc on va dire par là, là il y a mon point, donc il correspond plutôt, donc vous voyez ici le pôle sud magnétique, donc retenez toujours que le champ électrique, les lignes de champ, partent du nord à l'extérieur et arrivent vers le sud. Donc là, on représente une boussole, c'est une aiguille aimantée. Donc l'aiguille aimantée, ici, elle serait indiquée comme ça, donc tangent donc à la ligne de champ, ici au point vert. Pour le champ électrique, donc E, avec un vecteur en volts par mètre ou en newton par coulomb, deux unités possibles. Donc l'objet test, c'est un corps de chargé qui subit donc une force électrostatique. Donc la relation, c'est E égale F, force électrostatique divisée par Q. N'importe quel corps portant une charge électrique crée un champ électrique. Et vous devez connaître donc les caractéristiques dans un condensateur plan.
Donc un condensateur plan n'est rien d'autre que deux armatures planes chargées, une positive, une négative, une positive. Donc le champ électrique part du plus pour aller vers le moins. Les lignes de champ sont perpendiculaires aux armatures, donc perpendiculaires ici, donc ça donne la direction. Au niveau du sens, ça part du plus, ça va vers le moins, et donc le champ est uniforme parce qu'en plus de tout ça, sens direction constant, vous avez la norme ici E qui est la même en 2 points, donc sur la même échelle de représentation. Donc vous avez la valeur du vecteur, donc le sens et la direction qui sont constantes, donc vous avez bien un vecteur uniforme dans un condensateur plan. Et enfin, vous avez donc le champ de pesanteur. Donc notez petit g, donc qui s'exprime en newton par kilogramme ou alors en mètres seconde moins 2, ça c'est une unité que vous utiliserez en terminale S. Donc au voisinage de la Terre, un corps de masse m subit son poids. Donc ça c'est l'effet. Donc la relation qu'il y a entre le poids et le champ de pesanteur, c'est g égale p sur m. Donc la source c'est la Terre. Le fait qu'elle ait une masse très forte. Donc vous avez donc le champ de pesanteur local terrestre qui est représenté si vous avez une distance qui n'excède pas 1 km ici par rapport à la surface terrestre. On peut supposer que ce champ de pesanteur donc local est uniforme puisque la direction est la même, c'est la verticale du lieu. Donc en ces 3 points, vous avez un sens qui est toujours le même, dirigé vers le bas. Et si vous regardez la représentation donc au niveau de l'échelle, vous avez 3 vecteurs ici qui ont la même norme. Donc vous avez bien donc un champ local de pesanteur qui est uniforme. Et à la surface de la Terre, on peut identifier donc ce champ de pesanteur, petit g, au champ gravitationnel, mais à la surface de la Terre. Donc voilà, donc j'espère que cette relecture vous sera utile.